Salut, je m'appelle Jean Dard et je suis designer notamment de véhicules intermédiaires comme celui que vous pouvez voir juste derrière nous. Et je suis Loïse Lyonnais, je suis plume et vidéaste et j'accompagne les gens dans le cadre d'un voyage de 10 jours à bord d'un acticycle. Donc Acticycle, c'est un véhicule intermédiaire. C'est un véhicule en gros à mi-chemin entre la voiture sans permis et le vélo électrique. C'est une nouvelle forme de mobilité qui permet de se substituer à la voiture individuelle pour les trajets du quotidien. Donc on peut dire une quinzaine de kilomètres, à peu près 30 ou 40 km par jour. Il permet d'aller à 45 km/h et d'emporter 2 personnes avec un peu de bagages à l'arrière. Et nous, pendant 10 jours, on le teste sur un trajet qui fait Marseille-Genève, en passant par un peu de relief, comme vous pouvez l'apercevoir derrière nous. On le teste pour l'éprouver, pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, et puis pour l'améliorer, pour trouver des pistes d'amélioration pour le confort et l'expérience de l'utilisateur. Donc effectivement, on teste le véhicule et dans différents paysages, donc ça va du très vallonné à la montagne, à la campagne, à la ville. Mais c'est pas tout, parce que pendant ces 10 jours, on a décidé, donc toujours de Marseille à Genève, d'aller à la rencontre de différents acteurs et projets qui nous inspirent, qui sont ancrés localement et qui vraiment agissent pour consommer moins de ressources. On a exploré différentes thématiques, l'alimentation, l'agriculture, la mobilité, le tourisme et l'énergie notamment. Et toutes les personnes interrogées ont un point commun. Ces hommes et ces femmes sont des personnalités visionnaires qui apportent une nouvelle manière de faire. Plusieurs extraits ont déjà été diffusés sur nos réseaux sociaux en format vertical. Dans cette vidéo en format long, on revient plus en détail sur les échanges que nous avons eus avec ces personnes lors du voyage. On leur a demandé quelle était leur vision de leur domaine d'activité en 2050. Cette question permet de se projeter, d'avoir un regard à la fois positif et réaliste sur le futur de notre société. Départ de Marseille, premier jour de voyage. On vient de récupérer le véhicule que Antoine, un des employés d'Acticycle, nous a gentiment amené de Lyon. Et après les derniers petits préparatifs, on se dirige vers Le Présage, un restaurant où tout fonctionne à l'énergie solaire. Ici, au Présage, on vous invite à vivre l'expérience d'un futur délicieux. On a un jardin comestible en devenir d'une forêt, un bâtiment bioclimatique pour recevoir et un fourneau de cuisine solaire qui permet de cuisiner au quotidien les produits locaux. Allez, voilà le jardin. En fait, l'idée c'est de produire une partie des besoins du restaurant. On ne pourra pas trop produire, mais on va produire des choses qui sont très très belles, qui sont un petit peu délicieuses. Et l'idée c'est d'avoir une touche de goût du jardin sur chaque assiette. D'accord. Là, tu vois, on a une rangée de basilic avec 5-6 basilics différents. Il y a du thaï, du citron, du marseillais, du génovese. Okay. Il y en a un peu par là. Là, on a quelques aubergines. Là, on va avoir quelques fruitiers. Et l'idée, c'est que il est tout jeune ce jardin. Il a à peine 8 mois, 9 mois. Ah ouais. Donc, c'est de le faire grandir pour que on ait un écosystème qui se crée avec un petit peu plus de biodiversité, un petit peu plus d'insectes, des choses comme ça. Donc voilà, là, tu vois, on a des piments, là, des tomatillos. Toute la lumière qui rentre dans ce miroir va être réfléchie pour arriver dans le miroir secondaire. Celui-là le renvoie vers le haut et ça chauffe directement la plaque en fonte. Si je le montre avec ça, on voit que là il y a de la lumière sur le bout de bois. Et en fait, plus je vais aller vers là-bas, plus la lumière est concentrée. Puis un endroit, c'est tellement concentré que ça s'enflamme instantanément. C'est directement la lumière qui vient chauffer cette plaque en fonte. Donc à cette zone-là, c'est très chaud. Tu vois, si j'ai mis un peu d'eau, en fait, c'est très chaud. Et si je déplace sur les côtés, je vais avoir une température plus douce. Et c'est ce qu'on utilise d'une manière classique dans un restaurant pro. Parce que ça, c'est hyper utile. On sait que là, c'est fort. On déplace sur le côté, c'est plus faible. Et on peut jouer avec. Et c'est vraiment quelque chose qui est classique dans la restauration. Ici, en 2050, on aura 25 ans d'ouverture ici. Donc, le jardin sera plus que magnifique. Il aura commencé depuis un moment, recommencé à couvrir un petit peu le bâtiment. On aura avancé sur tous les systèmes qu'on avait imaginés dès le début
que ce soit la phytoépuration pour pouvoir épurer les eaux du restaurant et les remettre dans le jardin, que ce soit le biogaz, que ce soit la cohérence un petit peu plus globale qui faisait partie de cette vision magnifique qu'on portait et qu'on a été obligé de trahir pour la rendre réelle. Et nous, en 2050, la mobilité est pour nous, à la fois salariés et restaurants, est totalement décarbonée. On a des véhicules intermédiaires qui permettent d'aller chercher nos fruits, nos légumes dans les maraîchers alentours. Et on a également monté des petits triporteurs là, de cuisine solaire. Et donc on est capable de débarquer et de faire la cuisine solaire dans les rues de Marseille, et c'est assez fou. On a réussi finalement, avec les années, à créer vraiment ce lieu, cette cuisine qui va avec, et cette cohérence globale qui nous permet d'être dans un futur délicieux, ici et maintenant. Sur le chemin vers Avignon, on en profite pour s'arrêter à la rencontre de l'association Provence Énergie Citoyenne. Ils ont une centrale hydroélectrique financée et gérée par des citoyens. Ils nous ont fait visiter leurs locaux et ils ont même pris le temps d'essayer le véhicule. Il y a eu un beau succès. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Instagram sur le compte d'Acticycle où vous pourrez retrouver l'interview. Cette première étape est la plus longue, 140 km en une journée. On profite de la beauté de la Provence. Alors, c'est notre deuxième jour, nous sommes bien arrivés à Avignon et nous allons à la rencontre du premier office de tourisme de France à avoir proposé des véhicules intermédiaires au public tout l'été. Bonjour, je suis Philippe Herbizine, vice-président au Grand Avignon. Et moi, je suis Claire Prost, la directrice de l'Office de tourisme du Grand Avignon. Parce que le Grand Avignon, en fait, a été lauréat de l'extrême défi. Et cet été, on a effectivement mis à l'expérimentation du grand public des véhicules intermédiaires. Donc, on en avait 2 et on proposait des sorties à la journée avec des itinéraires d'intérêt touristique. Et les gens ont pu découvrir ce nouveau mode de transport dans le cadre d'un voyage bas carbone. Alors on a un bilan qui est très positif, puisque aujourd'hui on a eu à peu près entre 75 et 80% de réservations, des gens qui ont découvert comment se déplacer dans le territoire en se promenant d'une manière relativement ludique, avec effectivement du bas carbone, où on a pu emmener nos visiteurs tout au long de notre territoire, découvrir d'une autre manière comment visiter notre territoire au niveau du Grand Avignon. Alors le tourisme aura beaucoup changé en 2050. Aujourd'hui, nos vélis sont précurseurs, on peut considérer peut-être comme un gadget, mais peut-être qu'en 2050, on se déplacera beaucoup plus en vélo. Peut-être qu'il y aura même des vélos collectifs où on pourra faire comme des bus. Et je pense qu'on va aller sensiblement dans ce coin-là avec le solaire, avec l'avancée technologique de cette nouvelle technologie. Et on va aller, je suis persuadé, vers ce déplacement qui sera beaucoup plus doux, qui sera beaucoup plus écologique. Avant de quitter le Vaucluse et de rejoindre la Drôme, nous profitons d'être à Avignon pour aller découvrir le Tipi, une ferme urbaine en plein cœur de la ville. Bonjour, je suis Paul-Arthur Klein, le cofondateur de l'association Les Jeunes Pousses. On est une association d'agriculture urbaine qui a été créée en 2018 à Avignon. Ici, on se trouve au Tipi, donc c'est la première ferme urbaine d'Avignon et du Vaucluse, et c'est un espace où on invite les habitants à venir jardiner avec nous, et toute la récolte est distribuée gratuitement aux personnes en situation de précarité alimentaire. Alors moi, j'ai eu l'idée de créer ce lieu avec une amie, Inès Revuelta. On a voulu vraiment créer un lieu dédié à la transition écologique.
On avait 22-23 ans à l'époque et on s'est rapproché de la mairie d'Avignon en proposant notre projet, en disant qu'on avait envie de participer à l'amélioration d'un quartier, de permettre l'amélioration du cadre de vie. Et on a proposé ce projet au budget participatif de la ville d'Avignon en 2019. Et c'est le projet qui a récolté le plus de voix. Et du coup, en 2020, la ville d'Avignon a mis une enveloppe pour pouvoir construire ce lieu. Et du coup, on a inauguré en septembre 2020. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quels enjeux, à quelles problématiques ce lieu, ce projet répond? Alors nous, on a une vision de l'agriculture urbaine comme étant un support à plein d'actions différentes. Une des premières, c'est déjà végétaliser la ville pour la rendre plus résiliente, plus durable. Ramener de la biodiversité en ville, c'est des enjeux qui sont très importants pour nous. Ensuite, forcément, là, on est implanté en quartier prioritaire, donc ça permet, comme je le disais, d'améliorer le cadre de vie des habitants, des urbains. Et ensuite, ça permet aussi de rapprocher les agriculteurs qui vont, eux, on va dire, réellement nourrir la ville, des consommateurs qui sont très souvent en ville. Et bien sûr, un lieu comme ça permet d'être, pour nous en tout cas, un super support d'éducation à l'environnement. Ça permet d'accueillir des écoles, de faire classe dehors. Ça permet également de susciter des vocations agricoles chez les jeunes. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses au niveau du jardinage, se réapproprier son alimentation. Donc voilà un petit peu notre vision de pourquoi ce projet-là et pourquoi ici et pourquoi en ville. Comment on imagine ce lieu-là, déjà encore plus fertile, encore plus luxuriant, avec beaucoup d'ombre, plus de variétés encore de végétaux. Et on espère qu'il y en aura un petit peu partout en ville. On manifeste d'ailleurs avec l'Association française d'agriculture urbaine pour mettre une ferme dans chaque quartier. Donc c'est un petit peu ça notre vision à plus long terme. Et voilà, qu'il y ait des îlots de végétation un petit peu partout en ville qui puissent servir de support à tout ce que je viens de dire. On est où là? Là, on est à Dieu-le-Fit et ensuite, on vient de faire une interview. Et après, on repart tout de suite pour aller à la rencontre des équipes de chemin. Et c'est une société qui s'occupe de faire des randonnées en vélo. Trop cool. Voilà. Donc, Et là, du coup, tu bois un petit café. petite pause café, Petite pause café. prendre des forces. C'est la deuxième interview de la journée qu'on va faire. Et ensuite, on reprend la route, tous les deux. Voilà, pour les coulisses. Et il paraît qu'on va vers un endroit super beau. Je crois que c'est le col du Pertuis, où il y a une magnifique vue, donc j'ai hâte de voir. Avec mon associé Alexandre, on a monté chemin en 2022. Pourquoi? Tout simplement, donc on propose des voyages en liberté. C'est pas à date fixe, c'est pas accompagné, c'est guidé par une application GPS et tout simplement pour répondre à un besoin qui est de redécouvrir la France ou de la découvrir, de la redécouvrir.
et d'aller à la rencontre des personnes qui font le territoire, comme des producteurs locaux ou comme des petits hébergeurs qui sont en maison d'hôtes, mais aussi hôtels, insolites et autres. Et l'idée, c'est de faire un voyage apprenant dans ce milieu, tout simplement. Comme par exemple, on peut voir le Chèvre-Quistan, juste en bas, qui est une fromagerie où ils font du fromage de chèvre. C'est un tourisme où on va chercher l'altérité à 2 pas de chez soi. C'est un tourisme qui se veut bien sûr responsable, où on réfléchit à sa mobilité. Les gaz à effet de serre au niveau mondial, le tourisme, ça représente 11%, c'est un dixième. Nous, plus d'un voyageur sont venus transformer de leur voyage et ont troqué leur voiture pour amener, contre un vélo cargo, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller au taf. Et c'est en ça que réside une des missions de chemin, c'est de changer les mentalités sur le type de mobilité, sur le type de tourisme. Et en 2050, il y aura beaucoup de choses qui seront faites. Il y aura, je pense, des stations de ski qui auront fermé. Il y aura peut-être encore plus d'hébergements écolabellisés qui seront nés, plus d'agriculteurs en bio, etc. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Bien sûr, on n'y va pas assez vite. Il fera chaud en 2050. Il fera très pluvieux les hivers, chaud l'été. Donc tout ça, ça va, ça va se cristalliser. Et à nous, voilà, de s'adapter. Peut-être que les voyageurs partiront moins au mois d'août et partiront plus en septembre, en octobre. C'est pour ça que nous, on souhaite s'ouvrir sur l'Europe du Sud. Peut-être qu'on pourra monter un peu plus au nord aussi. Peut-être qu'en Bretagne, il pleuvra moins. Voilà, c'est des questions qu'on a en tête. En tout cas, aujourd'hui, on se veut vraiment acteur de l'adaptation au changement climatique et de lutte contre le réchauffement climatique. Peut-être qu'on voyagera moins en avion, mais plus en vélo. Il faut l'espérer. Après avoir quitté Étienne, pour la première fois du voyage, on va tester le véhicule dans la partie vallonnée de la Drôme, avec un vrai challenge lié au relief. Effectivement, chez Acticycle, on nous demande souvent si le véhicule arrive à bien monter les cols. Là, on va bien s'en rendre compte. Là, ce matin, on a fait 11 ou 13 km. En fait, on est encore à 95% de batterie parce qu'on a fait que de descendre. Et du coup, là, on va monter. Il reste 1000 mètres de dénivelé positif. Et d'après le GPS, il y a des portions de route à plus de 20% de gradient de pente. Donc on va voir ce que Acticycle a dans le ventre, ça va être très intéressant.
Alors là, on a dépassé Grenoble et on a trouvé un petit peu par hasard sur le chemin une station solaire pour recharger les batteries du véhicule. Donc ça tombe bien. Et ensuite, on enchaîne avec une interview à l'atelier paysan. Et ben, du coup, là, c'est l'espace formation, à peu près jusqu'au box qu'il y a là-bas. Du coup, c'est là où on va animer les formations, on va accueillir les stagiaires, voilà, avec les box un petit peu de soudure pour qu'ils puissent s'entraîner et un espace aussi plus grand au sol quand il y a des outils à construire plus conséquents. Ouais. L'idée, c'est justement de donner de l'autonomie technique dans les fermes. Donc, via du coup les savoir-faire qui se sont, enfin, qu'on retrouve déjà dans certaines fermes. Déjà, il y a des gens qui sont, enfin, il y a beaucoup de savoir-faire dans les fermes. Il y a des gens qui autoconstruisent et qui conçoivent déjà leurs propres outils. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller voir ces personnes-là et capter un peu les savoir-faire et les mettre au pot commun. Donc, en fait, il y a des outils de notre catalogue qui viennent en fait d'innovation paysanne qui ont été mis en plan et refaits en formation, puis modifiés au fur et à mesure des constructions pour les améliorer, quoi. Voilà. Et en fait, il y a aussi des gens qui n'ont pas ces savoir-faire. Donc, l'idée, c'est de les transmettre et voilà, que les gens sachent réparer, concevoir et fabriquer leurs outils eux-mêmes pour justement avoir cette autonomie et cette liberté un peu dans le métier, quoi. L'idée c'est justement d'avoir un réseau paysan beaucoup plus important, quoi. Déjà, on a perdu des milliers et des milliers de paysans dans les dernières années. Donc là, c'est d'avoir aussi des nouvelles générations et de remettre des gens en fait dans les champs, parce que si on, voilà, donc d'avoir beaucoup plus de personnes qui sont en capacité de produire de l'alimentation saine et voilà, et accessible et dans un maillage beaucoup plus restreint, quoi. Et puis c'est très lié aussi enfin, je le vois à la technologie qu'on utilise aussi. Enfin, pas du tout du coup dans la démarche pour l'instant qui est celle de du coup robotique, génétique, et voilà. Mais c'est du coup dans une démarche beaucoup plus sobre en fait, de revenir à des choses qu'on puisse gérer, une complexité qui ne dépende pas en fait, d'une industrie mondiale et comment dire, gourmande en ressources. Donc c'est revenir à quelque chose d'un peu plus sobre et un peu plus humain et plus partagé, voilà. Donc avoir plus de personnes qui puissent prendre un peu soin de la terre et de l'alimentation un peu que tout le monde, que chacun va manger, quoi. Elle continue à cheminer vers le nord, où on va maintenant à Saint-Genis pour retrouver les équipes de cette ville où il y a 3 acticycles proposés en expérimentation. Les retours des habitants sont très positifs, comme vont nous l'expliquer Claire Belay et les élus du territoire. Magnifique. Alors nous sommes en territoire d'expérimentation sur les véhicules intermédiaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc le territoire de l'Avant-Pays Savoyard est investi pour faire tester, au-delà de l'usage des vélos assistance électrique qu'on a démarré auprès des habitants il y a de ça 3 ans et qui fonctionnait très bien, d'aller un cran plus loin et donc de s'investir dans l'extrême défi en proposant des tests gratuits d'une durée d'1 mois aux habitants pour tester dans des contextes différents au quotidien ces véhicules légers qu'ils découvrent souvent. Et en fait, qu'ils adoptent. Et il y a vraiment des candidatures plus qu'espérées et qu'on essaie d'accompagner au mieux avec une réelle prise en main, un accompagnement aussi dans le choix des trajets pour sécuriser au maximum les expérimentations. Et ce qui aboutit à des tests pour la plupart vraiment plein de satisfaction et d'enthousiasme à l'idée de prolonger des expériences avec ces véhicules. Et alors, quel était l'objectif de la collectivité en s'intégrant dans cette démarche-là ? Eh bien, l'objectif pour la collectivité, c'était donc de faire découvrir que les modes de déplacement peuvent se faire autrement, même en territoire rural et de montagne, qu'en voiture individuelle motorisée à forte puissance. Mais que pour les trajets courts du quotidien, pour se dire, c'est la moitié des trajets en territoire rural qui font moins de 5 km et que ces trajets-là peuvent être vraiment adressés, faits avec d'autres moyens de transport, moins émetteurs, plus respectueux de l'environnement,
et de répondre aussi aux besoins très pragmatiques du quotidien, niveau logistique, qu'on soit une famille, une personne seule ou un couple. Et alors nous, ce qui nous intéresse, qu'on est venu en Acticycle, c'est aussi de voir la perception des habitants. Quel est le retour que vous pouvez voir? Pas plus tard que tout à l'heure, on peut voir des regards pleins de surprises, d'étonnement, de curiosité, mais d'intérêt. Nous, on est très surpris du profil des personnes qui se proposent volontaires pour tester ces véhicules. Est-ce qu'il y a toute génération, toute des génération familles, des enfants confondue, toute catégorie socio-professionnelle confondue, des personnes seules comme des familles. On a des demandes pour véhiculer des enfants très jeunes à l'arrière, mais aussi carrément des collégiens, de jeunes adolescents. Et en fait, on constate que ça marche et que ça répond à de multiples besoins. Donc, je dirais les élus et les équipes qui accompagnent ce dispositif-là ont été les premiers surpris. Il s'agissait justement de vérifier ça, c'est est-ce que les véhicules légers entre le vélo et la voiture peuvent répondre aux besoins d'un territoire rural, et je pense pouvoir dire que les personnes répondent par l'affirmative. Ouais. Donc le test est concluant, on est ravis. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, oui, donc moi je suis Benoît Jarret et je suis élu à Saint-Genis, donc adjoint au maire Saint-Genis et Village. Et puis je fais partie de la commission mobilité de la communauté de communes Vallier, donc. Et je suis aussi expert automobile. Et donc je me suis intéressé fin des années 2010 à toutes les nouvelles sortes d'énergie dans l'automobile. Et j'ai vite vu que en fait, ce n'était pas tellement l'énergie qui comptait, mais plutôt le fait qu'il fallait faire des véhicules plus petits pour être moins énergivores. Et du coup, il y a l'Extrême Défi qui a commencé 2-3 ans après. Et je me suis embarqué là-dedans. On a monté une équipe dans la région avec Polytech Chambéry, avec le Fab Lab L'Usine à la Tour du Pin qui est pas loin non plus. Et puis on a monté l'équipe Igocar et on a fait aussi un prototype qui s'appelle l'Igokart, voilà, en catégorie vélo. Donc j'ai vu dès le début l'Acticycle rouler, le prototype, etc. avec Olivier. Et puis là, du coup, je sais ce que c'est que d'avoir un véhicule qui est capable de faire des trajets comme vous venez de faire en venant du sud de la France. Et c'est pas le cas de l'Igokart encore, malheureusement. Et donc, c'est vraiment une performance. Et là, vous avez vraiment un véhicule qui aboutit. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, on peut le prêter donc, sur des longues périodes à des gens pour les faire essayer en toute sécurité et démontrer vraiment que c'est efficace et qu'on peut se passer d'une voiture sur la plupart des trajets quotidiens, une voiture classique, quoi. Alors, la mobilité individuelle, résiduelle, si je peux m'exprimer ainsi, je pense qu'elle est réduite donc parce que les gens se seront arrangés pour habiter plus proche de leur lieu de travail et puis quand ils n'ont pas le choix, en fait ils se servent de véhicules bien plus efficients, bien plus légers, fabriqués localement, réparables, très simples, low-tech en fait, et tout le monde se porte bien mieux avec une énergie qui est décarbonée et qui est fabriquée localement également. Donc on n'a plus 95% des gens qui sont en manque d'activité physique parce qu'on a des véhicules actifs. Et là, le fait d'être actif, oui, moi personnellement, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout en tête, le fait qu'il y ait ce problème de manque d'activité. Je crois que c'est un rapport de l'ANSES il y a 2-3 ans là, qui montre ça. Il y a un chiffre de plus de 90% des Français qui sont en manque d'activité physique, avec des conséquences évidentes sur la santé. Donc oui, c'est sûr que ça me paraît un plus à tous les niveaux, bien sûr. Il faut descendre là et remonter là où il y a les maisons, tu vois. J'ai une super vue. T'as le taureau là. Ouais.
On est chez Marc Laurençon, que je connais depuis le projet Vélio, qui est un peu une bible des véhicules intermédiaires et toutes sortes d'autres sujets de transition. Et on a réussi à monter sa côte. Alors je sais pas si vous voyez la vue, mais on est à 900 mètres d'altitude. Et donc sa côte était connue dans le milieu parce que 2 km à combien une vingtaine de pourcents sur la fin. On a quand même réussi à monter hier soir avec l'Acticycle. Et tu viens de tester, et t'en penses quoi du coup? Je pense qu'il va très très bien. Il a un couple sympa. Il arrive bien à monter. Hier, je t'ai suivi en voiture et donc j'ai regardé. Tu montais à 30 km/h à peu près. Ouais, cool. Donc c'est une belle performance. Ouais. Voilà. Bon, tu valides alors. C'est bon. Ouais, je valide. Donc là, on est en haut du belvédère du Mont du Chat. Ça fait plusieurs jours qu'on roule et là, on arrive sur un des plus beaux points de vue du voyage avec Acticycle, petit mais vaillant. Puis on va interviewer Florian, qui est le fondateur du Sun-Trip à Chambéry, là-bas, en bas dans la vallée. Florian, donc toi tu as voyagé, tu as fait des voyages assez impressionnants quand même. Tu es parti d'ici, tu es allé 2 fois en Chine, une fois avec un vélo solaire. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à la base à partir comme ça? J'étais cycliste quand j'étais jeune et c'est vrai que j'ai fait des courses, mais en fait ce qui me plaisait c'était toujours d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté du col. Alors j'ai fait à peu près tous les cols qui existent en Savoie et dans les Alpes. Avec mes potes, on a fait des projets Savoie-Nice, des choses comme ça de cyclistes. Et puis à un moment donné, j'étais étudiant en droit et je m'ennuyais dans un cours de comptabilité et j'ai tracé une ligne comme ça en me disant et si j'allais voir jusqu'en Chine et finalement ça s'est fait quoi. Et ça, j'avais 22 ans quand je l'ai fait la première fois et ça m'a ouvert les yeux sur la réalité du monde. Ça m'a permis de voir le monde en transversal, l'Eurasie en transversal. Et voilà, et le virus du voyage, il était là à partir de ce moment-là, donc j'avais 22 ans. Après, j'ai continué mon cursus de vie et est venue l'idée en 2010 de repartir. À l'époque, je m'étais dit, et si je repartais avec un vélo électrique? C'était à l'époque assez nouveau, c'était assez critiqué, ça marchait pas forcément super bien. Mais je m'étais dit, c'est un bon format entre le vélo et le scooter pour faire du voyage. Et puis je me suis vite dit après, en connaissant les grands terrains d'aventure, que les vélos électriques dans les déserts, sans les points de recharge, ça serait un problème. Donc un peu spontanément, je me suis dit, si on mettait un panneau solaire sur la remorque, des ingénieurs de l'Institut national de l'énergie solaire qui est basé pas loin d'ici, là, au Bourget-du-Lac, m'ont aidé. Et voilà, je suis parti comme ça en solitaire, sans y connaître rien du tout à l'électro-solaire, mais ça m'a poussé, ça m'a porté jusqu'à l'autre bout du monde. Et voilà, et je me suis dit, cette idée du vélo solaire, elle fonctionne partout où je vais. Les gens sont curieux, intéressés, comprennent l'idée de la liberté, à la fois énergétique et de mouvement. Donc il ne faut pas lâcher, c'est quelque chose qui peut fonctionner, d'où le fait que derrière, il y a le Sun-Trip qui débouche. Super, et bon, j'imagine que tu as eu des galères, non, pendant ton voyage? Tu as une anecdote à nous raconter? Non, mais en fait, les galères, c'est tout le long. Enfin, le vélo, il a marché sans problème jusqu'au début de la Croatie, où j'ai peut-être juste à changer la chaîne, des trucs tout simples. Et puis, à partir de la Croatie, à peu près après, tous les 2-3 jours, jusqu'au bout, il y a eu des petits pépins. Mais en fait, chaque pépin technique était quasiment synonyme à chaque fois d'une rencontre humaine. Donc en fait, c'est m'est presque venu à l'esprit des moments où j'étais je me sentais seul, notamment sur le début de la Chine.
je me disais des fois le matin, presque j'espère qu'il va y avoir un problème technique parce qu'il va se passer quelque chose. Et tu te rends compte aussi quand tu voyages comme ça que même si tu ne parles pas russe, kazakh, kirghize, chinois, la technique est un langage universel, c'est-à-dire que les gens comprennent sans que tu aies besoin de leur dire ce qui ne va pas sur ton moteur, ce qui ne va pas sur tes connectiques. Donc ça crée l'échange et ça rajoute quelque chose, quoi. C'est super intéressant. Donc ça t'a poussé, cette première expérience, à puis organiser donc une course de vélo solaire qui s'appelle le Sun Trip. Ça c'était en 2013, c'est ça le début. Tu l'as fait quasiment chaque année depuis? Alors c'est vrai que ça a commencé en 2013, entre la Savoie et le Kazakhstan. Il y avait 7500 km à faire sans itinéraire imposé, sans personne qui suivait en assistance. Donc c'était un peu dingue et ça a fonctionné parce qu'on a eu 30 participants d'emblée qui sont venus faire ce projet, alors que les vélos solaires à l'époque ça n'existait pas. Donc c'était vraiment incroyable de voir que la machine, la sauce, elle prenait tout de suite. Et puis après, globalement, sur les premières années, il y a eu un projet tous les 2 ans. Et puis on s'est assez vite rendu compte aussi avec la petite équipe qui m'entourait de bénévoles notamment que pour qu'on ait un équilibre économique qui se mette en place, il fallait plus de projets. Donc à partir de 2017, on a fait aussi des projets régionaux en France. Ça a été 2 fois le tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça a été le tour d'après des Alpes, le tour de la Bretagne, des projets en Corse, des projets entre Savoie, Nice, des choses beaucoup plus petites en durée mais qui nous ont permis de toucher plus de monde. Donc voilà, depuis 2013, on a fait plus d'une dizaine de projets Sun Trip, dont 5 grandes éditions internationales, mais aussi plein de petites. Et du coup, on a plus de 500 ou 600 participants déjà à notre compteur. Et donc ça veut dire qu'on a généré la production de vélos solaires un petit peu partout en France et en Europe. Je pense que 2050, il se sera passé effectivement pas mal de conflits internationaux depuis 2025. Le monde aura été bouleversé. Moi, ce que je veux, c'est qu'en 2050, la mobilité, évidemment, elle ressemble au rêve qu'on avait quand on était plus jeune, de se dire que c'est possible de remplacer les voitures, les avions, de toujours les avoir, mais de les avoir en mode propre. Donc ça serait le rêve. Si ce n'est pas 2050, peut-être ça sera 2100. Il faut être aussi patient dans les grands changements. Et puis, il faut que la mobilité en 2050, elle soit toujours là pour permettre aux gens de voyager, de se connaître. Je pense que la crise qu'on a connue en 2021, en 2020 avec le Covid, elle nous a montré qu'en se auto-centrant, en pensant qu'à soi, à son nombril, ça amenait des conflits. Et voilà, il faut que la mobilité permette aux gens de continuer à bouger dans le monde en essayant de faire en sorte de ne pas polluer, parce que sinon on n'arrivera pas à terme à continuer. Donc voilà, 2050, je pense que c'est une première étape. Bon, merci beaucoup Florian pour ton temps et pour tes projets. Merci inspirants. beaucoup. On profite des splendides paysages du massif des Bauges que nous découvrons tous les deux pour la première fois. La météo est vraiment superbe et ça tombe bien parce que ça va être notre dernière nuit sous la tente. Comme depuis le début du voyage, on se relaie au volant. Ça permet de se reposer un petit peu, même si Actisicle n'a plus rien à prouver sur sa capacité à franchir du dénivelé. Et là, on arrive à Annecy, où on s'apprête à faire notre dernière rencontre du voyage avec Pierre Francis, fondateur de l'entreprise Tixi. C'est une entreprise qui est soutenue par le dispositif France 2030 et qui développe aussi un véhicule tout à fait innovant.
aussi fier de nous accueillir dans ta superbe usine à Annecy. C'est un plaisir. C'est incroyable pour moi qui bidouille de voir ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce qui t'a poussé à avoir cette logique du pédalier, de la génératrice et de ce véhicule qui est derrière nous? Alors, le hasard et la destinée. On n'a pas du tout prévu au début de faire la génératrice qui aujourd'hui équipe l'Acticycle. On a commencé par faire le Vigo et c'est l'âme de l'entreprise, le Vigo. C'est-à-dire, on s'est lancé sur un postulat il y a une dizaine d'années en disant maintenant il faut qu'on transforme la manière dont on se déplace, qu'on désédentarise tout ça, qu'on active tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu de, dans l'idéal, je prends mon vélo, mais là c'est trop loin, donc je prends ma voiture. Mais on voulait avoir moi, je voulais avoir une vraie alternative pour dire je ne prends pas mon vélo parce que c'est trop loin, mais j'ai quand même mon véhicule actif pour aller à Genève, par exemple. Là, on est basé à Annecy. Il n'y avait pas d'offre sur le marché, ou très peu. Il y avait une, des Allemands, qui est pas mal, mais assez encore confidentielle, c'est Twike. Et on s'est dit, on va créer un véhicule nous-mêmes. Donc on a commencé à travailler sur le Vigo, et on est arrivé il y a 2-3 ans à se dire, mais en fait, on ne veut pas une chaîne dans le Vigo. On ne veut pas quelque chose qui va faire du bruit, qu'il va falloir entretenir, qui est assez crasseux, en fait, si on l'a au milieu du cockpit. Donc on va se créer un pédalier électronique. Et c'est comme ça que la technologie du PERS est née. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec, dans l'entreprise, 2, même 3 business units. La première business unit, c'est le cœur de l'entreprise et son âme, c'est le Vigo. La deuxième, c'est le pédalier électronique qui est en train d'arriver sur le marché au niveau mondial, puisqu'on a des clients maintenant aujourd'hui en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie. Et on a une troisième business unit qui est en fait tout l'écosystème digital qui permet de faire vivre tout ça, puisque chacun des pédaliers est connecté au cloud. Et ça, c'est très utile pour l'entretien, c'est très utile pour échanger des clés électroniques. Si je veux te prêter mon véhicule, je ne suis pas là, c'est pas grave, je t'envoie un mail ou je te partage ma clé électronique via l'app. Ça ouvre des super projets de type Ecomo, Bitcoin, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc il y a vraiment 3 business units aujourd'hui à Sixi. 10 ans de travail et on en est là, au Vigo et au pédalier qui arrive sur le marché. Bon, en 2050, j'ai espoir qu'en sortant de chez moi, je vois beaucoup de vélos, parce que je pense que franchement, c'est l'idéal. La bonne nouvelle, c'est que quand je voyage aujourd'hui en 2050, c'est presque le cas en 2025 aussi, que je vais à Paris en TGV avec mon vélo, quand je sors du TGV, il y a déjà plein de vélos partout. Et c'est un bon exemple, Paris, parce que c'est une ville qui était complètement congestionnée par le trafic, mais vraiment complètement. Je sais, j'y ai vécu 16 ans. Je suis parti au moment où ça commençait à changer. J'y retourne régulièrement pour le travail, avec mon vélo. Et maintenant, quand je sors de la gare de Lyon, ce qui est important, c'est de faire attention aux cyclistes, parce qu'il y en a partout. C'est plus de faire attention aux bus ou aux voitures. Il faut continuer à faire gaffe. Mais il y en a vraiment beaucoup moins. Et rue de Rivoli, le long du Louvre, il y a un bouchon de voitures tout petit, mais c'est un bouchon. Et puis il y a des centaines de vélos qui passent. C'est fou, en 10 ans. Donc je me dis qu'en 2050, il y aura probablement encore plus de vélos, et c'est très bien. Et pour les trajets plus longs, on aura réussi à remplacer une partie du trafic avec l'Acticycle, le Vigo, puis tous ceux qui sont en train d'arriver, notamment dans le cas de l'XD, quoi. Ok, génial. Eh ben, ça me va bien comme vision. Merci Pierre. Avec plaisir. Ça, mais la question que je me pose, parce que l'idée c'est de redescendre. Attends, tiens la butée si tu veux, et moi je dévisse 10 minutes. L'ensemble de l'équipe Acticycle nous a rejoints pour finir ce voyage en beauté sur le Sélève. Ils en ont profité pour apporter un nouveau véhicule tout frais sorti d'atelier qui a une chaîne de traction développée justement par Sixi. On profite de ces beaux paysages pour passer un bon moment en équipe et pour notre dernière interview avec nul autre que le fondateur d'Acticycle, Olivier Cornet. Alors Olivier, peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a amené à créer Acticycle, l'entreprise Acticycle, et à créer ce véhicule? Alors c'est déjà arrivé par le véhicule. Moi je viens du monde de l'automobile, j'ai beaucoup travaillé à gagner de la masse sur les voitures. Et au fil des années, j'ai une trentaine d'années d'expérience, j'ai constaté que ce qu'on gagnait sur les composants, finalement, ne se retrouvait pas sur les voitures. Donc Acticycle, c'est un concept radical où on a essayé de faire uniquement l'essentiel pour se déplacer. Ok, donc c'est pour des trajets du quotidien. Tu peux nous en dire un peu plus sur la cible des trajets concernés par ce véhicule? Tout à fait, on constate qu'en fait, au quotidien, les gens se déplacent sur 30-40 km à peu près, et la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de gros véhicules. Donc l'objectif de ce véhicule-là, c'est de remplacer, par exemple, une seconde voiture au quotidien. Donc tu as un véhicule qui a 25 km/h, un véhicule qui a 45 km/h, c'est pour donc des trajets complémentaires? Alors c'est pour des questions de temps, parce que les gens au quotidien cherchent vraiment leurs minutes. Ils comptent leur temps
Et donc il vaut mieux avoir un véhicule à 45 km/h quand on fait 15 km de trajet à 20 km de trajet par exemple. Par contre, quand on est sur des trajets plus petits, on peut tout à fait, sans perdre de temps, avoir un véhicule comme un vélo à assistance électrique à 25. Donc Olivier, on a posé cette question à toutes les personnes qu'on a été interviewées. C'est une question de prospective. On est en 2050. Qu'est-ce que tu vois dans la rue quand tu sors de chez toi sur les routes? À quoi ça ressemble la mobilité selon ta prédiction? En fait, il y a une dizaine d'années, on a connu une crise terrible de l'énergie et on s'est rendu compte que le tout voiture électrique ne serait pas possible et qu'on avait de moins en moins de ressources pétrolières. Et donc on a été contraint en fait, d'aller vers des véhicules beaucoup plus légers, avec aussi la résolution de la problématique de santé et donc de refaire de l'exercice. Et aujourd'hui, au bout de une dizaine d'années, on se rend compte qu'en 2050, quand on arrive dans la rue, on a un report modal beaucoup plus important sur ce type de véhicule. La moitié des véhicules maintenant sont à assistance électrique, beaucoup plus légers que ce qu'on avait autrefois, beaucoup plus faciles à garer auprès des commerces. C'est incroyable. À l'arrivée à Genève, on était heureux, Jean et moi, de toutes les rencontres réalisées. Ce projet de voyage visait à réfléchir sur nos propres manières de nous déplacer, de produire et d'habiter un territoire. Cette vidéo n'est pas un bilan exhaustif. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les capsules vidéo sur les réseaux sociaux d'Acticycle et à aller découvrir le site internet du véhicule. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur les routes à bord d'un véhicule intermédiaire.